vous êtes-vous déjà émerveillé devant un jardin où rien ne dépasse, rien ne déborde, rien ne dérange? Chaque ligne semble décidée d'avance, chaque branche ramenée à sa place, chaque pouce prié de respecter le dessein général. Ou à force de vouloir que tout demeure exactement là où on l'a voulu, on finit par oublier qu'un jardin n'est pas un plan, c'est un bourdonnement de vie. Chaque nuit, ce jardin se permet ce que le jour croyait avoir contenu, taillé ou redressé. Puis, l'aube revient et quelque chose déplace la promesse de la veille. Une tige surgit entre deux pierres, un brin s'incline au bord d'une allée et une racine poursuit son chemin comme si le sol nous rappelait qu'aucune vie ne renonce à apparaître parce qu'on lui a demandé de disparaître. Eh bien, les mots ont cette obstination-là. On croit souvent qu'en retenant certains mots, on évite ce qui blesse, qu'en coupant ce qui dépasse, on préserve l'harmonie. L'intention paraît sage. Il faut parfois tailler sans pour autant étouffer. Mais il faut aussi, tel le jardin anglais, préserver un peu de désordre pour que la vie puisse trouver sa place. Sinon, à trop vouloir qu'aucune branche ne brouille la symétrie, on ne produit plus seulement l'ordre, mais l'inertie. Et si plus rien ne dérange, plus rien n'interroge. On peut refuser au mot l'instant, mais on ne leur retire pas toujours l'élan. Comme une plante recouverte trop vite, une parole empêchée ne cesse pas toujours d'exister. Elle ne meurt pas au bord des lèvres, elle descend, se répand plus bas, là où elle ne rencontre ni débat, là où elle n'est pas reconnue, là où elle n'est plus débattue. Alors, cette parole se déforme, elle s'enracine, elle se durcit. D'un côté, une idée dite entre en collision, elle affronte la connexion, se frotte à l'objection et parfois corrige sa direction. Mais l'idée tue, elle, pousse seule. Et ce qui pousse seul, pousse souvent de travers. Ainsi, il vaut mieux voir pousser ce qui dérange que découvrir trop tard ce qui s'est enraciné seul. Et il en va de même des paroles qu'une époque préfère reléguer sous terre. Comme si certaines idées, tenues hors du champ commun, perdaient de leur force. Une frustration qu'aucune phrase n'a exprimée finit souvent par s'imprimer, voire pire, par éclater, et parfois brutalement, voyez Téhéran. Elle cesse peu à peu de vouloir convaincre, mais elle se contente d'attendre un terrain plus fermé, plus radical, plus étroit. Et à force de ne pas laisser sortir, on laisse fermenter. On croit empêcher la pousse, mais on prépare la racine. Même les mauvaises graines et les paroles maladroites ont cette utilité. Elles révèlent quelque chose du terrain. Elles révèlent ses tensions. Elles révèlent ses faiblesses. Elles signalent souvent un déséquilibre que le silence ne résout pas. Alors, faut-il tout laisser pousser? Pas non plus. Il ne s'agit pas de transformer le jardin en brousse, ni la parole en décharge. Car une langue abandonnée à sa seule brutalité n'est pas une liberté, c'est un vacarme. Certaines paroles demandent d'abord à être reprises avant d'être données. Une vérité mal offerte ressemble parfois à une lumière jetée trop brusquement. Oui, elle éblouit, mais non, elle n'éclaire pas. C'est pourquoi la langue doit parfois s'habiller. La forme n'est pas un luxe.
On peut contester sans écraser, heurter sans humilier, déplacer sans détruire. C'est une responsabilité. Mais l'exiger ne doit jamais devenir une manière d'interdire le fond. Parce qu'à trop exiger l'excellence, sans tolérer l'écart, on finit par ne plus produire que des paroles polies, mais appauvries. Comme ces jardins où chaque arbre semble irréprochable, mais où plus rien ne surprend. Une société vivante a besoin de quelques reliefs, de quelques phrases qui déplacent l'air avant de trouver parfaitement leur place. Une branche qui dépasse n'annonce pas toujours le désordre, au contraire. Elle rappelle parfois que la sève circule encore. Et c'est peut-être là l'exigence la plus difficile, accepter qu'un désaccord demeure et veiller qu'il sache se tenir debout. Car il naît dans le désaccord une certaine élégance. Et elle vaut, selon moi, 1000 fois mieux que cette prudence excessive qui finit par rendre toute parole suspecte avant même qu'elle n'advienne. Alors notre époque, parfois, surveille très bien, très bien les mots, qu'elle oublie parfois leur fonction première. Non pas rassurer, mais révéler. Alors on contourne, on adoucit, on remplace, non toujours pour mieux penser, mais souvent pour éviter d'être aussitôt jugé sur l'ombre d'un mot plutôt que sur la charpente d'une idée. Et peu à peu, ce n'est plus seulement la phrase qu'on retient, c'est la pensée qu'on ajourne. À force de craindre la mauvaise herbe, on en vient à inquiéter jusqu'aux fleurs. À force de redouter ce qui dépasse, on finit par suspecter simplement ce qui prend place. Et dans ce jardin, comme dans notre société, rien de vivant ne reste longtemps enfui. Tout finit par faire surface. Alors non, il ne faut pas tenir sa langue, mais il faut la cultiver. Préserver une langue n'a jamais voulu dire en empêcher les écarts, Selma. C'est souvent, d'ailleurs, dans ce qui dépasse qu'elle conserve sa vitalité. Non, il faut accepter qu'une idée apparaisse avant d'être parfaite, qu'un mot cherche encore sa mesure et qu'une parole hésite parfois avant de trouver sa juste tenue. Une société ne s'abîme pas parce que tout s'y déclare. Elle s'abîme parce qui s'y égare, à l'abri des regards. Et c'est souvent dans l'audace de cette parole encore imparfaite que le dialogue trouve sa lumière.